Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième cours pour reprendre les révisions sur ce qu'on a fait pendant le confinement. Et donc, le cours là, c'est donc développement et inégalité. Alors là, cette fois-ci, je reviens tout petit peu sur l'introduction pour vous dire rapidement donc, que le développement, comme je l'ai mis en géographie, c'est l'amélioration des conditions de vie, tout simplement. Hein, voilà. Pour vous faire une idée du développement, bah, vous imaginez, vous comparez à ce que vous avez pu voir il y a très longtemps au collège sur le mode de vie à la préhistoire, du chasseur-cueilleur, voilà, qui doit vivre très difficilement. Et aujourd'hui, où voilà, pour la plupart d'entre vous, enfin, normalement pour tout le monde, c'est accès à l'eau, à l'électricité, tous les besoins de base sont couverts et même plus. Donc voilà, donc c'est ça le développement, c'est vraiment, donc je redis, l'amélioration des conditions de vie. Euh, Maintenant, donc l'autre constat, c'est qu'aujourd'hui sur Terre, on n'en est pas du tout tous au même niveau de développement. Voilà, ce qu'on verra, c'est que, enfin, ce que vous savez, c'est qu'il n'y a plus personne qui vit comme à la préhistoire, voire même comme au Moyen-Âge, mais qu'il y a encore d'impressionnants écarts de développement. Et ça, ben, en gros, comment c'est un des objectifs, ce serait de les réduire. Et pour les réduire, ben, voilà, la problématique qui va avec, c'est est-ce que c'est le développement qui permet de tout simplement réduire les inégalités. Et à ça, ben, on pourrait répondre par oui et par non. Et c'est tout le but du cours, et j'y reviendrai sur la conclusion. Donc pour ça, la première chose à faire, et je vais aller à je sais pas si je vois. Bref, excusez-moi. Donc ici, la première partie, c'était un monde inégalement développé. Voilà. Donc ça, c'est un constat de base. Je pense qu'il y a, même si vous n'aimez pas l'histoire et la géographie, il n'est pas très difficile de constater que tout le monde ne vit pas aussi bien qu'en France, et que même en France, tout le monde ne vit pas de la même façon. Donc maintenant, c'est comment on le sait ça. Ça, c'est pour l'instant là ce que je vous dis, ça pourrait être juste une impression. Il faut le mesurer ce développement, voir comment on fait, qui est développé, qui ne l'est pas, quels outils sont à notre disposition pour le savoir. Et tout simplement, ben, pendant très très longtemps, depuis qu'on s'intéresse vraiment au développement et qu'on essaye de le mesurer, l'outil utilisé, c'est la richesse. Et c'est vrai que ben, ça semble assez évident que plus on est riche, plus on a les moyens de satisfaire ses besoins. Je vais vous prendre un exemple très concret, je vais essayer de prendre le plus d'exemples concrets pour que ça reste. Imaginons donc voilà, quelqu'un qui, en France, qui gagne 5000 euros par mois, ben avec ces 5000 euros par mois, il paye son loyer sans problème, il paye ses factures d'eau, d'électricité sans problème, il se paye ses courses sans problème, et il a même encore de l'argent pour se payer pas mal d'extra. Il peut se faire des restos, des sorties, tout ce qu'il veut, il a encore beaucoup d'argent. Donc en gros, ses besoins de base sont satisfaits, et il peut même s'en offrir voilà, plus futiles, plus secondaires. En comparaison, donc en France, si on va prendre avec quelqu'un qui gagnerait plutôt autour du SMIC, et bah tout simplement, lui, il va pouvoir payer son loyer, ses factures, faire ses courses. Pour les extras, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ses besoins de base sont satisfaits. Et quelqu'un qui gagnerait moins que le SMIC, et ben là, d'un seul coup, même payer son loyer, ce serait plus difficile. Et s'il arrive à payer son loyer, ben dans ce cas-là, c'est peut-être les courses qui poseront problème. Bref, ses besoins de base ne seront peut-être pas tous suffisamment satisfaits. Donc voilà, donc vous voyez bien que l'argent, c'est plutôt révélateur. Donc ce qu'on appelle, et ici, donc l'argent, comment on fait pour le mesurer? Tout simplement, on regarde la croissance et le PIB par habitant. Alors le PIB par habitant, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça mesure en fait la richesse produite par un pays, et toute la richesse que produit un pays, puis on le divise par le nombre d'habitants, et ça nous donne un chiffre. Voilà, qui nous donne en gros, pour faire simple, la richesse du pays. Et donc voilà, c'est la même façon que pour calculer ce que je viens de vous dire avec l'exemple de les personnes qui gagnent plusieurs salaires, ou différents salaires. Alors, globalement, ça fonctionne. Voilà, donc quand on regarde les classements, vous l'avez, hein, normalement, c'était dans les exercices que je vous ai donnés, vous avez les classements, et les pays qui sont tout en haut en PIB par habitant sont des pays qui sont développés. Voilà, donc il n'y a pas de véritable contre-exemple, même s'il y a des nuances, et juste, voilà. Parce qu'en fait, finalement, on s'aperçoit que la richesse, c'est bien, mais insuffisant. En tout cas, on s'en est vite aperçu, et l'exemple que je vous avais donné, qui était voilà, révélateur de ça, c'est le Qatar.
pourquoi c'est révélateur? Tout simplement, donc le Qatar, c'est quand on regarde le classement du PIB par habitant, c'est le plus riche. C'est là où les habitants gagnent en moyenne le plus par an. Sauf que bah voilà, le problème du Qatar, c'est que les chiffres sont faussés. Alors ils mentent pas sur les chiffres, hein, mais en fait ils sont faussés tout simplement parce que vous avez une toute petite minorité de Qataris, en gros la famille de l'émir, etc., les proches, qui gagnent énormément d'argent. Des sommes voilà, indécentes, font partie des plus riches du monde. Et finalement, leurs revenus sont tellement astronomiques que la moyenne du revenu par habitant monte. Vous avez pris le fameux exemple d'une classe, ou dans une classe où finalement, ici, c'était un peu l'exemple inverse, où dans une classe, vous aviez sur 10 élèves, vous en aviez 7 qui avaient 20 sur 20 de moyenne, et 3 qui avaient 0. Vous arrivez à une moyenne de classe qui est à 14 sur 20. C'est une très bonne moyenne, 14 sur 20, mais ça cache d'énormes inégalités. On pourrait se dire, toute la classe est brillante, parce que 14 de moyenne, c'est une très bonne classe. Oui, non, j'ai beaucoup de très bons élèves, mais j'en ai vraiment qui sont en très très grosses difficultés. Et là, c'est exactement la même chose, mais on le démultiplie parce que l'échelle, c'est pas des notes sur 20, là, c'est l'argent, et il n'y a pas de limite. Et c'est des gens qui ont des fortunes, et ils sont tellement riches, donc qu'ils font monter la moyenne, à tel point que, au niveau de la moyenne, le Qatar apparaît comme étant le pays le plus riche par habitant. Sauf qu'en fait, en réalité, vous avez des centaines de milliers de Qataris qui, sans être non plus, il y en a bien, mais sans être non plus extrêmement pauvres, n'ont pas leurs besoins satisfaits, ont des salaires à des revenus assez faibles. Et donc voilà, donc là la moyenne elle est faussée. Alors du coup, et des exemples comme le Qatar, on pourrait en prendre plein. Et donc du coup, l'ONU en 1990, elle a résolu le problème, en partie, en créant un nouvel indicateur. Un indicateur qui est beaucoup plus fiable parce que tout simplement il est plus complet. C'est le fameux, et celui-là vous devez le connaître, vraiment, vous l'avez déjà vu au collège, il va vous servir tout au long du lycée. C'est l'outil de mesure du développement de base, c'est celui, généralement, sauf si vous continuez en géographie, en sociologie ou en histoire, plus de vos études, il n'y aura pas besoin de connaître plus que l'IDH, donc autant bien le maîtriser. Et donc cet IDH, donc l'indice de développement humain, donc lui, il prend 3 critères plutôt que 1, pas seulement l'argent. L'argent, il reste, le PIB par habitant, il est pris en compte dans l'IDH, mais on prend aussi l'éducation et on prend aussi la santé. L'éducation, on utilise la durée moyenne de scolarisation dans un pays, par élève, et puis l'autre, en santé, c'est l'espérance de vie à la naissance. Voilà, donc des choses assez simples. Le revenu, l'éducation, la santé, on les met ensemble et ça nous donne, on fait un calcul et ça nous donne une note entre 0 et 1. Quand l'indice est à 0, c'est la catastrophe. Quand l'indice est à 1, c'est parfait, on est le pays où tout va bien. Il n'y a pas de pays à 0, il n'y a pas de pays à 1. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc voilà, donc ici, tout simplement, c'est beaucoup mieux. Et par exemple, le Qatar, donc il dégringole dans l'IDH, il est plus dans les 10 premiers pays. Tout simplement parce que ici, donc les forts écarts de développement entre les ultra riches et une écrasante majorité de la population, ça ressort. En fait, ça reprend exactement le système de la moyenne des élèves, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là, les plus riches Qataris, ils ont une espérance de vie très très longue, ils ont fait les meilleures études très très longues aussi, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, là, l'immense majorité du pays, elle n'a pas fait de longues études, et elle a une espérance de vie relativement modérée. Et donc en fait, là on se retrouve dans le cas, comme si dans une classe, on avait tout simplement un élève qui a 20 sur 20, et les 9 autres du groupe qui ont 0. Et donc du coup, celui qui a 20, même s'il fait un tout petit peu augmenter la moyenne, ça suffit plus. Et donc voilà pourquoi l'IDH, il est beaucoup plus fiable. Voilà pourquoi c'est vraiment, retenez, c'est l'outil qu'on utilise majoritairement en géographie quand on veut mesurer le développement. Et donc justement, de grand B, quand on mesure le développement, donc quand on prend une carte du monde avec l'IDH, on s'aperçoit qu'il y a de forts contrastes de développement. L'IDH est loin d'être le même dans tous les pays.
ce qu'il faut retenir quand même, la première ligne, et qui est très encourageante, en fait, 2 points encourageants, c'est que... excusez-moi, je reprends mon cours sous les yeux là. Donc c'est que voilà, l'IDH, donc le développement sur Terre, il a progressé. Depuis qu'on le mesure entre 1990 et là, le dernier relevé c'est 2017, ça a progressé. Et voilà, ça c'est très positif, ça veut dire que sur Terre, on vit de mieux en mieux. La population, même si elle augmente, vit de mieux en mieux. Et l'autre point, voilà, c'est, alors je vous donne le chiffre, on est passé de 0,598 à 0,728. C'est quand même une moyenne, une amélioration assez sensible. Et l'autre point encore plus positif, c'est que l'écart entre les pays les moins développés et les pays les plus développés s'est réduit. Et il s'est réduit dans le bon sens, de manière positive, parce qu'on pourrait se dire il s'est réduit parce que les pays les plus développés finalement ont régressé. Et l'écart se serait quand même réduit, mais non. Par exemple, la Norvège a progressé, qui est le numéro 1 à l'IDH. Ce qui veut dire que donc, si l'écart s'est réduit, ça veut dire que le Niger, qui est le pays le moins développé au niveau de l'IDH, a progressé plus vite que la Norvège. Et donc voilà, et donc en fait, toujours pour faire des analogies par rapport à des choses que vous pourriez connaître, par rapport à une classe, finalement c'est un peu le rêve de tout professeur. Ici, vous avez les bons élèves qui continuent à progresser, qui continuent à avoir des notes excellentes et qui sont de plus en plus bonnes, et les élèves en difficulté, eux aussi ils progressent, et ils progressent plus vite. Donc finalement, il n'y a pas mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment très encourageant. Et donc là du coup le chiffre il est révélateur, c'est le taux de pauvreté sur Terre qui est passé de 37% en 90 à 10% aujourd'hui. Voilà, et le taux de pauvreté en gros c'est le nombre de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Voilà comment on le calcule. Et voilà, et on a vu vraiment des progrès spectaculaires dans de très nombreux pays. Des pays qui sont vraiment sortis de la misère. Moi ici, là, je vous donnais l'exemple de l'Indonésie, où aujourd'hui, l'espérance de vie a progressé, vous avez toute la population qui sait lire, qui sait écrire, le PIB, donc le revenu par habitant qui progresse. Et ça, et l'autre exemple qui est aussi très impressionnant, qui va peut-être plus vous parler, parce que souvent on connaît un peu plus, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, dans les années au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est encore un des 10 pays les plus pauvres du monde. Et aujourd'hui, c'est un des pays les plus développés du monde. Et vous connaissez tous des marques sud-coréennes. Ils ont même leur culture qui s'exporte avec la K-pop, des choses comme ça. Et vous connaissez le fameux fabricant de téléphone Samsung. Ils ont des voitures, il y a plein de choses. Donc vous voyez, donc ça c'est des pays qui ont connu, qui se sont développés de manière spectaculaire. Et voilà. Maintenant, le point négatif, et c'est peut-être malheureusement le plus important, c'est que l'écart entre les pays en développement et les pays développés, il est toujours très important. Même s'il s'est réduit, il reste très important. Et clairement, quand vous regardez n'importe quelle carte, apparaît une fracture, pays du Nord, pays du Sud. Alors, ici, c'est un raccourci. Je vais prendre peut-être 2 minutes pour parler de ça quand même, parce que les pays du Nord, ce sont donc les pays développés. Pourquoi on les appelle pays du Nord? Parce que si vous regardez sur une carte, majoritairement, ils sont dans l'hémisphère Nord. C'est tout bête. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans l'hémisphère Nord. Maintenant, pays du Nord, c'est vraiment un raccourci pour dire pays développé. C'est ce que ça veut dire. C'est quand vous voyez entre guillemets pays du Nord ou avec une majuscule, etc. Ça veut dire qu'on ne vous parle pas des pays de l'hémisphère Nord, sinon vous mettrez pays de l'hémisphère Nord. Ça veut dire qu'on vous parle des pays développés. Et voilà, le contre-exemple, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont des pays du Nord, alors que c'est les pays les plus au sud. Donc voilà, ça c'est vraiment un héritage on a pris cette appellation très très vite dans les années 50-60, en fait en pleine guerre froide. On s'est aperçu qu'il y avait clairement une séparation entre les pays développés qui étaient du Nord, qui était le bloc de l'Ouest, et puis le bloc de l'Est, et puis le reste du monde qu'on a vite appelé le tiers-monde, en fait le troisième bloc, donc tiers-monde. Et on a résulté cette séparation qu'on utilise toujours, pays du Nord, pays du Sud. Sauf que cette séparation, elle est de moins en moins pertinente. Je m'explique, c'est-à-dire que oui, globalement, n'importe quelle carte va vous montrer que dans les pays du Nord, on est beaucoup plus développé que dans les pays du Sud. Il n'y a pas de problème, mais on a de plus en plus d'exceptions, on a de plus en plus de
contre-exemple. Par exemple, dans les pays du Nord, par exemple, on a l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays qui aujourd'hui a un IDH similaire à des pays du Sud, que même beaucoup de pays du Sud ont un IDH supérieur à celui de l'Ukraine. Et inversement, aujourd'hui, dans les pays du Sud, on a de plus en plus de pays qui ont vraiment un IDH qui se rapproche des pays du Nord. Voilà. Maintenant, à l'intérieur des pays du Sud, donc c'est beaucoup plus, la situation est quand même très complexe. Et ça, faut le maîtriser. Autant les pays du Nord, vous dites, c'est les pays développés, voilà, hop, ils ont tous un IDH à peu près similaire, il y a quelques exceptions, etc. Mais c'est fiable. Pays du Sud, on peut plus dire que c'est l'ensemble des pays qui sont pas ou peu développés. Vous avez, on l'a dit, le développement, donc, les pays se sont de plus en plus développés depuis qu'on mesure ça, depuis qu'on mesure l'IDH, il a progressé. Et là, finalement, donc, sauf que cette progression, elle s'est pas faite partout à la même vitesse. Il y a vraiment des pays qui ont connu des booms économiques de développement spectaculaires. C'est ceux qu'on appelle les pays émergents. Les pays émergents, on les résume aussi sous l'acronyme de BRICS. Alors BRICS, qu'est-ce que c'est? C'est 5 lettres pour dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. S pour South Africa, donc Afrique du Sud. Voilà, ça c'est les pays vraiment moteurs qui aujourd'hui, pour certains, comme la Chine par exemple, prétendent carrément à pouvoir devenir des pays du Nord. Et puis ensuite, donc, je vais reparler du Brésil qui est dans cette catégorie. À l'opposé, vous avez des pays qui se sont certes développés depuis les années 90, mais très lentement, beaucoup plus lentement que le reste de la planète, souvent. En tout cas avec les autres pays du Sud, c'est les PMA, les pays les moins avancés, ceux qui ont encore un IDH aujourd'hui en dessous de 0,5. Ces PMA, ils sont essentiellement en Afrique subsaharienne et un petit peu en Asie. Et puis au milieu, vous avez tous les pays qui sont comme pour la démographie un peu, qui sont dans des situations très diverses. Avec des décollages lents, etc. Certains ont connu des décollages rapides, mais avec des développements inégaux, comme les pays producteurs de pétrole, des choses comme ça. Je m'attarde pas plus dessus. Donc voilà, donc pour résumer ce grand 1, ici, donc c'est que, tout simplement, le monde est inégalement développé. Généralement, on dit pays du Nord développé, pays du Sud en développement. Mais on y apporte de plus en plus de notions, de nuances. Ces notions-là sont vraiment à nuancer de plus en plus. Voilà. Donc maintenant, je passe tout de suite sur tout ce qui va être... Donc il y a des inégalités à l'échelle de la planète, ça c'est... Voilà, donc entre les pays du Nord, pays du Sud, à l'intérieur des pays du Sud, etc. Mais si on creuse encore, il y a des inégalités vraiment partout. Et donc ça, c'était donc ce grand ce grand 2, pardon, des inégalités à toutes les échelles. Alors ces inégalités à toutes les échelles, 2 degrés d'inégalité au Sud, au Nord, parce que on va vraiment pas être dans les mêmes catégories, et je vais essayer d'insister là-dessus. Donc ici, dans les inégalités des pays du Sud, elles sont très très marquées. C'est-à-dire que, voilà ce qui symbolise ça, c'était une photo que je vous avais envoyée, c'est souvent on l'utilise, c'est fameux à Rio ou à Sao Paulo, je ne sais plus, où on voit des immeubles très huppés, de luxe, avec piscine en terrasse, etc., qui côtoient des favelas, les bidonvilles du Brésil. Donc voilà, donc là, cette photo-là, elle symbolise clairement les écarts de développement dans les pays du Sud qui sont très très importants. En France, en Europe, dans les pays développés, on a quand même si, voilà, normalement les bidonvilles, même si à certains endroits on pourrait retrouver des simili bidonvilles, ça n'existe plus. Par exemple, vous voyez, donc ces écarts ne sont pas les mêmes. Ils sont vraiment très très importants. Vous avez et pourquoi ils sont très très importants? C'est parce que donc tout simplement au niveau du développement, le développement n'a pas encore bénéficié à la population. Je vais m'attarder ici pour vous faire comprendre, tout simplement au Brésil. Le Brésil qui est un excellent révélateur des inégalités, un des pays les plus inégalitaires au monde tout simplement, donc voilà, très bon exemple. Globalement, le pays s'est développé, donc ça confirme bien ce qu'on a vu dans la première partie. Le PIB par habitant a progressé, l'espérance de vie a progressé, la durée de scolarisation a progressé. Donc voilà,
la preuve que le Brésil s'est développé depuis les années 90 avec une progression de son IDH. Maintenant, le problème c'est que ce développement, il n'a pas du tout bénéficié de manière homogène à la population brésilienne. Au contraire même. Finalement, vous avez des grands gagnants qui sont développés très vite, qui aujourd'hui vivent très très bien, et puis à l'opposé, des gens qui en ont peu bénéficié. Et ça se retrouve en géographie, dans la géographie du Brésil. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé je vais vous donner quelques explications pour que vous compreniez, même si c'est pas le cœur du sujet. Mais tout simplement, ici, au niveau du Brésil, le Brésil donc s'est développé, et pour se développer, a misé notamment sur son agriculture, sur son immense potentiel territorial. C'est un des plus grands pays du monde, avec des plaines particulièrement fertiles. Donc le Brésil a bénéficié, a misé sur son agriculture. Et ça a marché. Aujourd'hui, si vous consommez de la viande non bio, de la viande de bœuf non bio, elle a de très très fortes chances d'être nourrie au soja brésilien, par exemple. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous prenez certainement du jus d'orange du Brésil, avec des oranges du Brésil, du café, etc. Bref, je ne m'attarde pas là-dessus, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Alors, donc ici, ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'État du Brésil, il a misé sur son agriculture. Il a tout fait pour encourager son agriculture la plus rentable, etc. Donc, il a investi massivement dessus. Ce qui fait que ceux qui vivent de cette agriculture-là, d'une manière ou d'une autre, ont grandement bénéficié, se sont beaucoup développés. Il y a des créations d'emplois, des salaires qui ont augmenté, ça a créé des services dans les villes, etc. Bref, ça a permis vraiment donc des emplois, une augmentation des salaires, etc. Mais quand vous étiez un peu à l'écart de tout ça, et notamment je pense au Brésil, de l'Amazonie et du Nord-Est, et là d'un seul coup, là on vous a moins aidé, l'État il a moins investi sur vous, et donc du coup vous n'avez pas trop vu la couleur du développement, et finalement vous avez progressé mais faiblement. Vous avez quand même progressé, il y a eu des politiques qui vous aident, etc., mais beaucoup moins rapidement que dans d'autres parties du Brésil. Et alors là, donc on va continuer dans les inégalités, vous allez, j'espère, comprendre le cheminement, ce qui fait que ces gens qui se sont un peu sentis laissés pour compte, tout simplement, ils sont partis. Ils se sont dit, nous aussi, on veut des emplois, nous aussi, on veut mieux gagner notre vie. Et donc ils ont quitté les campagnes autour de l'Amazonie, du Nord-Est, pour venir dans le Sud qui se développait, pour l'agriculture, pour aller dans les villes où il y avait plus d'emplois. Sauf que c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et que cet exode rural, malheureusement, ces grandes villes brésiliennes, le sud du Brésil, il n'a pas pu accueillir tout le monde. Certains ont trouvé du travail, certains se sont développés, mais beaucoup d'autres, ils sont tassés, finalement, ils se sont retrouvés dans des conditions similaires à celles qu'ils connaissaient avant de partir, et aujourd'hui, ils peuplent les fameuses favelas du Brésil. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se retrouve donc avec des écarts très impressionnants, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment qui marque tous les pays du Sud, d'accord. Donc la croissance ne bénéficie pas à tous, au moins dans un premier temps. Ça met du temps à arriver, ce genre de choses. La France a connu la même chose, mais bien avant. Et voilà. Donc j'avais finir, donc par exemple, pour vous prouver ça, excusez-moi, j'avais utilisé des chiffres, comme vous dire que par exemple, il y a 1 milliard de personnes aujourd'hui qui vivent dans des bidonvilles, c'est-à-dire des gens qui ont cru pouvoir trouver de meilleures conditions de vie en ville et qui ne les trouvent pas, et dans ces villes-là, vous côtoyez par contre des gens qui ont réussi, etc. Donc des énormes écarts de développement dans les pays du Sud, à l'intérieur des pays du Sud. Donc on peut faire, et c'est là que, quand on parle à toutes les échelles, donc à l'échelle du monde, il y a les pays développés, les pays moins développés. À l'échelle d'un pays, vous avez des régions qui sont développées, des régions qui sont moins développées. À l'intérieur d'une ville, vous avez les quartiers riches, les quartiers pauvres, et on peut continuer comme ça. Vraiment, c'est ça toutes les échelles. Maintenant, autres inégalités, mais cette fois chez nous, c'est-à-dire, on s'inclut les pays du Nord. Les pays développés, car oui, il y a aussi des inégalités. C'est évident de constater qu'en France, tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Cependant, les écarts ne sont absolument pas les mêmes, vous ne pouvez pas comparer. Je pense, sans trop me tromper, qu'en France, et notamment vous, là, à qui je m'adresse, j'ai personne qui n'a pas l'électricité, qui n'a
pas l'eau courante, etc. Ces besoins de base, ils sont fournis à toute la population. Donc là, d'un seul coup, forcément, le niveau d'inégalité il est fortement réduit. Et donc l'exemple qu'on prenait, c'était l'Angleterre. L'Angleterre, voilà. Donc, mais ici, dans les pays du Nord, les inégalités, elles ont tendance à se creuser. Là où finalement, dans les pays du Sud, les inégalités sont très marquées au début et vont progressivement normalement se réduire, normalement. Ici, on a dans les pays développés, c'est plutôt la situation inverse, avec des inégalités faibles qui ont tendance à se creuser en ce moment. Et l'Angleterre, c'est un excellent exemple. Et voilà. Donc pour aussi vous montrer que c'est pas du tout la même chose, je vous invite à regarder une nouvelle fois les documents que je vous ai donnés sur l'Angleterre et la carte notamment de l'IDH par comté. Et si vous regardez bien, donc il y a des écarts entre l'IDH, notamment entre la ville et entre Londres et le reste, etc. Mais si vous regardez les valeurs d'IDH, les écarts sont beaucoup plus réduits que sur les cartes du Brésil. Donc voilà, donc là vraiment on s'adresse pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Pour faire simple, il vaut mieux être pauvre dans un pays développé que pauvre dans un pays en développement. Même si je ne souhaite à personne d'être pauvre. Alors, donc ici, donc au niveau dans les pays du Nord, c'est exactement ça. Et les inégalités, elles ont tendance donc à se creuser. C'est-à-dire que finalement, les pays du Nord continuent à se développer. Il y a toujours de la croissance. Souvent assez réduite, mais il y a toujours de la croissance, sauf que les fruits de cette croissance, avant étaient répartis, bien répartis, et aujourd'hui de moins en moins. Tout simplement, alors, c'est pour vraiment essayer de vous faire comprendre, mais en gros, par exemple, en France, il y a toujours eu des riches et des pauvres, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que pour réduire les inégalités, on a tout simplement fait quelque chose, c'est que on a été prendre l'argent chez les très riches, et puis sous forme d'impôts, et puis on l'a donné aux personnes cet argent, on l'a donné aux personnes qui en avaient besoin. C'est c'est les minima sociaux, c'est l'assurance chômage, etc. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, je schématise au maximum. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tout simplement, notamment du fait de la mondialisation, vous avez ces riches, d'accord, qui s'accaparent les richesses et ce n'est plus redistribué. Avant, il n'y a pas de problème, je suis pas en train de blâmer le riche qui s'enrichit, il y a pas, voilà. Mais avant, l'État a régulé ça en allant lui dire, tu t'es beaucoup enrichi, on va en prendre une petite part et puis on va le redonner à tout le monde. À ceux, notamment ceux qui en ont besoin, comme ça, parce qu'on est mieux dans un pays où il n'y a pas d'inégalité, moins d'inégalité. Aujourd'hui, cette personne-là qui continue à s'enrichir, voilà, parce que son entreprise est florissante ou quoi que ce soit, elle va avoir tendance grâce à la mondialisation, ça va être très facile d'échapper à l'impôt. Comment ? Tout simplement, sa société, les impôts, ses revenus, va plutôt les déclarer au Luxembourg, parce que sa société est aussi au Luxembourg, puis ça va transiter en Irlande, aux Pays-Bas, ça va faire un petit tour dans les Bahamas, ça revient, il n'y a plus d'impôts à payer, et tout va dans sa poche. Ouais, donc là, il y a une rupture, et donc voilà, c'est ce qu'on constate, et l'Angleterre, c'est parlant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les 1000 personnes les plus riches possèdent autant que les 40 ménages les plus pauvres. Donc en gros, pour faire un simple, avec des chiffres peut-être plus concrets, 1000 personnes en Angleterre gagnent autant que 30 millions de personnes. Voilà. Ça fait un sacré déséquilibre, et ça s'augmente. Et ça se retrouve aussi au niveau géographique, avec notamment le phénomène sur lequel je développerai plus avec la France, de la gentrification. Tout simplement, avec la mondialisation, les emplois ils sont dans les villes. Parce qu'il faut être connecté avec le reste du monde. Donc là où il y a des routes, des aéroports, des ports, etc. Donc il faut être dans les grandes villes. Et tout simplement, ici, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les emplois, donc il faut des emplois très qualifiés, et donc ces gens-là viennent s'installer dans les villes. Ils arrivent, du coup ils s'installent et ils se mettent dans les quartiers les plus demandés, et dans ces quartiers les plus demandés, vu que c'est des personnes souvent qui vont gagner un peu plus, les loyers vont augmenter. Alors la personne qui était là avant, elle voit son loyer augmenter de plus en plus parce que les personnes qui arrivent gagnent de mieux en mieux leur vie. C'est déjà difficile pour elles. Et puis c'est tout un cycle qui se met en place, tout simplement
boire un verre dans le café en bas de la rue, bah, ça va coûter plus cher parce que le restaurateur, il a bien compris qu'il pouvait vendre, ses consommations 1 ou 2 euros de plus. Les gens continuent à consommer parce qu'ils avaient largement les moyens de le faire, les nouveaux arrivants. Le restaurant est un petit peu plus cher, l'épicerie est un petit peu plus cher, tout devient un petit peu plus cher, et donc bah, finalement, d'accumulation en accumulation, les personnes qui, elles, ne travaillent, voilà, n'ont pas vu leurs moyens augmenter, doivent s'en aller, et s'en aller de plus en plus loin du centre. C'est ça. Donc en fait, finalement, les personnes les moins riches doivent quitter les centres-villes, etc. Et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle, un mot très important, une ségrégation socio-spatiale. On habite en fonction de ses revenus. Il y a des quartiers riches, il y a des quartiers pauvres, etc. Et généralement, les quartiers pauvres sont souvent très loin des centres-villes, et voilà, loin des services, etc. Donc c'est ça, et donc c'est un phénomène, la gentrification, qui s'accélère dans tous les pays développés. Ça existe, hein. Aujourd'hui, habiter un loyer dans le centre de Paris, c'est inabordable pour beaucoup. Devenir propriétaire à Paris, pour la plupart d'entre nous, je m'inclus dedans, aujourd'hui c'est impossible, d'accord? Qui a 1 million d'euros à mettre pour acheter un appartement de 30 mètres carrés? Bref. Vous voyez, donc on retrouve aussi chez nous, dans les pays développés, on retrouve aussi des inégalités, mais elles sont beaucoup moins fortes. Mais elles se creusent. Enfin, je termine, et là, excusez-moi, il faut que je remette sur mon écran le cours parce que je ne pouvais plus l'imprimer. Voilà, l'objectif maintenant, ça va quand même être de d'accélérer la réduction de ces inégalités. C'est-à-dire, bah voilà, donc les pays en développement se développent, mais pas assez vite par rapport aux autres, donc accélérer leur développement. Et puis, bah, chez nous, bah, on s'aperçoit que les inégalités se creusent. Bref, il va y avoir un objectif, enfin, on va voir pourquoi il faut arriver à ça, mais il faut réduire ces inégalités. Pourquoi? Tout simplement, les inégalités, c'est ce que j'ai expliqué ici, c'est un obstacle au développement durable. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, c'est que tant que les inégalités sont présentes, ça va entraîner des problèmes sociaux et des problèmes environnementaux, sur lesquels je vais revenir, et donc le développement durable n'est pas envisageable. Et pourtant, le développement durable, d'après l'ONU, c'est le seul moyen qui va nous permettre de ne pas détruire la planète dans laquelle on est. Donc ce serait bien de s'y mettre. Point positif, d'accord, ici, donc, c'est que on observe depuis les années 2000 des progrès importants, très importants dans la réduction des inégalités. Tout simplement, la réduction du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, alors que la population elle a augmenté. On est passé de 1,7 milliard à 600 millions de personnes entre 2000 et 2018. Grâce à quoi on fait ça? Grâce à quoi on réduit les inégalités? Tout simplement, c'est souvent lié à la politique des États. Au Brésil, par exemple, pour réduire les inégalités, on a introduit un salaire minimum. En France, on a tout ça pour réduire les inégalités. On a tout simplement l'assurance maladie, l'école c'est gratuit. Donc normalement, n'importe qui peut prétendre aux meilleures places des écoles françaises, s'il le mérite. On a les minima sociaux, etc. Bref, toute une politique qui permet à ceux qui sont le plus en difficulté de satisfaire leurs besoins. Et généralement tout ça, on va aller chercher cet argent-là, on va le chercher, pas tout le temps, mais souvent, chez les gens qui ont un peu plus, et comme ça on répartit mieux, on réduit les inégalités, et normalement c'est comme ça qu'une société vit le mieux, avec des inégalités réduites. Donc voilà, ici au Brésil ils ont mis un système de salaire minimum où si vous mettez vos enfants à l'école on vous donne une aide, des choses comme ça. Je prends l'exemple du Cambodge aussi où là on subventionne l'agriculture pour créer des emplois, pour stimuler la croissance, pour que l'agriculture soit compétitive et qu'on achète des produits cambodgiens qui permettent de faire rentrer de l'argent dans le pays, et cet argent doit pareil servir à ensuite réduire les inégalités. Voilà, maintenant, ça c'est le côté bien, et le grand B, le problème c'est le côté moins bien, c'est que ça reprend ce que j'ai dit sur les pays développés avec une concentration des richesses. Même s'il y a une réduction des inégalités, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, les richesses de plus en plus se concentrent dans les mains d'une toute petite partie de la population. En gros, les fruits de la croissance, donc il y a de la croissance, donc chaque année, on produit plus de richesses, c'est ça la croissance. Donc là, par exemple, avec le Covid, on nous annonce qu'on produira moins de richesse. Donc il n'y aura pas de croissance, il y aura de la récession. Quand il y a de la croissance, donc on produit de la richesse.
Et bien, les fruits de cette croissance, et ben, au lieu de partir, de bénéficier à tous les habitants, elle a tendance à aller dans les mains de quelques-uns. Ce fameux pourcent dont j'utilise là, ce pourcent de la population les plus riches qui gagne autant que les 99 autres pourcents de la planète. Et voilà, globalement, vous êtes dans les 99%, peut-être que je me trompe pour certains d'entre vous, et voilà, et donc toute votre fortune cumulée avec tous les autres de 99%, vous arrivez au même niveau que seulement 1%. C'est un déséquilibre incroyable. Maintenant, voilà, pourtant, si on répartit pas mieux, et pour là, on a l'impression que ça se répartit de moins en moins bien, si on répartit pas mieux, on va droit dans le mur. Tout simplement parce que il va falloir les populations ici qui veulent satisfaire leurs besoins, les populations des pays en développement, etc., elles veulent se développer, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que à cause de cette confiscation des richesses, elles ne peuvent pas. Ça va créer des frustrations, des tensions, peut-être des conflits. Ça va créer des migrations, comme on a déjà vu aussi. Ils vont aller là où les richesses sont, etc. Ils vont aller les chercher. C'est tout à fait normal. Et puis l'autre, et encore peut-être, bon, les deux sont liés. J'oserais pas en mettre un par-dessus l'autre, mais c'est aussi l'environnement. La croissance, ça se fait, la croissance mondiale se fait sur les ressources de la Terre. C'est l'exploitation des ressources de notre planète qui permet la croissance. Donc, plus il y a de la croissance, plus on utilise les ressources de la Terre. À un moment, il n'y aura plus de ressources. Et le problème, c'est qu'on arrivera peut-être à un moment où il n'y aura plus du tout de ressources, et finalement, ça va être une toute petite partie de la population qui va s'être gavée sur les richesses de la planète. Et pareil, donc on va retrouver ce problème de tension, de migration, etc. J'avais fini, et je finirai là-dessus, donc pour moi un exemple extrêmement parlant de vous montrer qu'il est nécessaire vraiment de réduire les inégalités pour atteindre ce fameux développement durable, c'est-à-dire un développement qui est économique, on laisse personne, il faut que tout le monde se développe, mais il faut que ça bénéficie à tout le monde, donc ce développement il doit être économique et social, tout en respectant la planète, donc aussi environnemental. Si les trois piliers ne sont pas respectés, il n'y a pas de développement durable, et la planète est en danger, et l'espèce humaine également. Donc bref, l'agriculture c'est révélateur. Aujourd'hui, on estime, d'accord, grâce à la croissance justement, grâce au progrès, au développement, etc., au progrès de l'agriculture, on est capable aujourd'hui, l'homme est capable de produire de quoi nourrir 12 milliards de personnes. Alors qu'est-ce que j'entends par être capable de nourrir 12 milliards de personnes? On estime qu'il faut 2500 kcal par personne, et bien aujourd'hui on est capable d'apporter 2500 kcal à 12 milliards de personnes. Voilà, donc, et aujourd'hui on est 7,5 milliards. Donc les besoins de la planète, ils sont largement couverts. Et pourtant, quand on regarde, vous avez 1 milliard de personnes qui aujourd'hui sur Terre souffrent de la faim, que ce soit en sous-nutrition ou en malnutrition. Et donc voilà, donc c'est là, j'espère que vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation. On produit trop et pourtant il y a des gens qui meurent de faim. Donc ça c'est le problème c'est mal réparti, il y a un vrai problème de répartition. Et ce problème de répartition, donc il crée des frustrations, hein. Les gens, il y a eu des émeutes de la faim, etc. Les gens ont faim et donc veulent aller manger, donc veulent aller dans les pays où tout va bien. Et aussi un vrai problème environnemental, parce que donc aujourd'hui, pour produire pour 12 milliards d'habitants, on utilise des machines, on utilise des engrais, des pesticides, des OGM, on épuise les océans avec la surpêche, etc. Et tout ça pour rien, pour gaspiller un tiers de la nourriture mondiale. Et en laissant quand même 1 milliard de personnes sur le carreau. Donc on épuise les ressources, on abîme la planète, tout le monde ne mange pas à sa faim, et pourtant on produit largement pour tout le monde. Ce qui fait qu'en gros, vous avez pareil une partie de la population qui se gave, là au sens littéral du terme. Et voilà, et là le problème, voyez bien que si c'est pas résolu, on va aller droit à la catastrophe, on va épuiser les sols, on va épuiser les océans, on va créer des tensions, des conflits, etc. Parce que tout le monde n'aura pas assez à manger, ils voudront manger. Voilà, et ça créera peut-être, et d'autres problèmes encore. Donc il faut vraiment réduire les inégalités. C'est pour ça que j'avais mis un défi de taille, parce que ce sera très difficile à faire, vu qu'en ce moment, il y a encore de très très forts écarts de développement, et en plus, d'accord, les richesses ont tendance à se concentrer entre les mains d'une toute petite partie qui en ce moment s'accapare toute la croissance. Donc voilà, pour répondre à la problématique,
Donc pour conclure, parce qu'on est un petit peu plus long que la dernière fois, et c'était pas mon objectif, pour réduire ici, pour répondre à la problématique, le développement contribue-t-il à réduire les inégalités? La réponse est toute bête, et comme j'avais dit en introduction, c'est oui et non. Oui, puisque tout simplement, plus on se développe, plus les inégalités se réduisent, dans le sens où je reprends ce qu'on avait dit, l'écart entre le pays, le Niger et la Norvège, les deux extrêmes de l'IDH, s'est réduit, en même temps qu'il y a eu progrès, donc c'est bien que ça marche, plus on se développe, plus les inégalités se réduisent, mais non, parce qu'en fait là, ce développement aujourd'hui, en tout cas, aggrave des inégalités. La répartition n'est pas bonne. Il y a de la répartition, mais elle est insuffisante. Si on répartissait mieux les fruits de la croissance, les inégalités se réduiraient bien. Donc c'est bien la preuve que le développement, c'est pas suffisant. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il est largement temps, puisqu'on est à 40 minutes, et que c'est... n'hésitez pas à mettre sur le Discord des questions, des remarques, etc. Et puis je reviens vers vous très vite, peut-être demain pour l'enregistrement. Et en gros, je mettrai la vidéo sur la France dès que le cours sera fini. Donc là, demain, vendredi, je vous envoie encore des questions. Et ce sera fini après. Donc lundi, alors lundi c'est férié, donc mardi ou mercredi, vous aurez la vidéo du cours. Et comme ça, on aura rattrapé tous les problèmes. Et puis, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se voit peut-être bientôt. Allez, au revoir!